Peu après l'entrée sur l'autoroute, alors que le véhicule roulait à faible allure, le chauffeur dira 90 km/h, la sœur d'Émilie a proposé à celle-ci de prendre l'air si elle le souhaitait. Ce à quoi Émilie a répondu non, pour peu de temps après. Et alors que sa sœur était tournée vers elle, dire qu'elle avait besoin d'air, ouvrir brusquement la porte latérale arrière droite et basculer sur la chaussée. Maître Gerby, ça fait longtemps qu'il nous raconte ces histoires de procès. Elles sont toutes plus prenantes les unes que les autres. C'est toujours passionnant d'avoir un œil à l'intérieur, de comprendre la justice, son fonctionnement, d'entendre comment on défend une victime. Car Maître Gerby est avocat et il a fait un choix. Il ne défend que des victimes. Un jour est née l'idée de ce podcast. Une affaire, un épisode. Vous racontez l'évolution de l'arrivée du client jusqu'au verdict. Vous écoutez Hervé Gerby raconte. Aujourd'hui, l'histoire d'Émilie. Quand on fait le métier d'avocat, on n'imagine pas que peut-être un jour dans sa carrière, une ou des décisions de justice que nous obtiendrons finiront comme note de référence à des grands textes du Code civil. Lorsque je suis saisi le 18 mars 2013, je ne sais pas à ce moment-là que la décision que j'obtiendrai quelques années plus tard sera une note importante dans l'article 3, la fameuse loi dite Badinter, la loi qui a favorisé l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Le gestionnaire de la compagnie d'assurance m'écrit donc ceci. Il s'agit d'une affaire délicate que nous souhaitons vous confier. Les faits sont résumés de la façon suivante. Il s'agit d'un accident de la circulation du 15 février 2012 survenu sur une autoroute. Notre assurée, dit la lettre, a sauté d'un taxi en marche alors qu'elle était sous l'emprise d'un trouble mental, comportement bipolaire avec bouffées délirantes et surinvestissement professionnel dans son activité libérale. Il en est résulté des blessures constituées d'une part d'un traumatisme crânien laissant de graves séquelles cognitives et d'autre part de séquelles physiques liées à une hémiplégie et une atteinte au membre inférieur droit. La première expertise médicale unilatérale réalisée par notre médecin conseil, à notre demande, laisse entrevoir un préjudice très lourd avec un taux d'incapacité de 70 à 85%, des besoins en tierce personne très conséquents et une inaptitude professionnelle qui sera probablement totale. J'ai, avec cette lettre, une mention tout à fait particulière. Voici ce que me dit le rédacteur. Je vous signale, afin d'éviter toute difficulté, que l'entourage de la victime n'a pas encore pris conscience de la gravité réelle des blessures. La compagnie d'assurance a tenté de mettre en cause le chauffeur du taxi dans lequel se trouvait son assuré, mais cette compagnie d'assurance a rejeté le recours en invoquant, de la part de cet assuré, ce que l'on appelle juridiquement une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident. En effet, en matière d'accident de la circulation, la loi Badinter ne protège que deux types de victimes, les très jeunes ou les personnes âgées et celles atteintes d'un trouble mental qui fait l'objet d'une mise en invalidité à 80%. En dehors de ces deux types de victimes, la loi ne protège par principe personne. La situation que je dois accompagner se situe donc dans un cadre strict, celui de la faute inexcusable de la victime, passager d'un véhicule. Sachant que la définition juridique de la faute inexcusable est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Voilà le débat juridique. Mais au-delà du débat juridique, je vais affronter une situation familiale tout à fait particulière et je l'avoue, avec laquelle je vais, au fil des années, m'attacher. Le 15 avril 2013, je reçois donc la maman de la victime. Toute la famille habite dans le centre de la France. Les parents exercent une activité artisanale et ma cliente, que j'appellerai Émilie, exerce une activité de professionnelle libérale. Elle est âgée de moins de 30 ans, issue d'une famille nombreuse. Dans son exercice professionnel, elle y a investi tout son temps, toute sa passion, toutes ses compétences. Et dans la ville du centre de la France dans laquelle elle exerce, elle a fait sa réputation. C'est une grande travailleuse, une professionnelle qui est respectée.
Elle vit dans son appartement de façon indépendante, à quelques kilomètres de la grande maison familiale, et comme toutes les jeunes filles de son âge, fréquente régulièrement le cinéma ou va à la danse. Au moment où je reçois la maman d'Émilie, celle-ci est hospitalisée dans un centre de rééducation de la région lyonnaise depuis plusieurs mois. Comme d'habitude, je reçois la maman d'Émilie dans mon bureau. On s'installe autour de la table ronde. Je vois arriver une dame souriante, je le souligne, malgré les circonstances, mais je comprends très vite au début de l'entretien que l'ensemble de cette famille est porté dans l'épreuve par une foi très importante. Émilie a passé plus de 70 jours dans le coma. La peur de la perdre s'est éloignée et la famille s'est retrouvée autour d'elle, a beaucoup prié, beaucoup s'investir dans leur foi. Et c'est comme ça qu'ils ont fait face d'ailleurs à cet événement particulièrement tragique. Si je parle de cette foi, c'est parce que non seulement elle va les porter pendant toute la rééducation d'Émilie, mais je vais la sentir extrêmement présente dans tout le combat judiciaire que nous allons mener. Je la reçois, cette maman, et je lui expose ce que sa compagnie d'assurance lui avait d'ailleurs dit. Le combat est loin d'être gagné. Il faudra sans doute des années, il faudra sans doute passer par une décision de la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire en France, pour que, peut-être, soit reconnu le droit à indemnisation d'Émilie, la réparation des préjudices consécutifs à son accident et peut-être lui offrir, compte tenu du handicap majeur qui devrait être le sien, lui offrir de quoi avoir les conditions matérielles d'une vie décente. Je perçois à ce premier rendez-vous qu'il y a effectivement un décalage important entre les premières informations médicales que j'ai entre les mains, les perspectives dramatiques en termes de handicap qu'elle me laisse penser, et puis l'optimisme de la maman d'Émilie. Je me dis à ce moment-là, mais elle ne réalise pas. Elle ne réalise pas la gravité du traumatisme. Elle envisage à ce moment-là que sa fille pourra remarcher, peut-être même reprendre son activité professionnelle. Il y a ce que moi j'assimile comme étant un déni, mais qui en réalité n'est que l'expression de la foi portée par cette famille. Malgré le drame, malgré les blessures particulièrement importantes, leur foi doit permettre à Émilie de pouvoir remarcher et peut-être reprendre son activité professionnelle. Et lorsque, après plusieurs heures d'entretien, nous nous séparons avec sa maman, je mesure le poids qu'il y a sur mes épaules. Un poids énorme, la nécessité de réussir cette procédure judiciaire, parce que je perçois qu'au bout du chemin de la rééducation, pour Émilie, restera la gravité du handicap, la nécessité de devoir aménager son cadre de vie, la nécessité de faire appel à des tiers pour gérer toute l'aide humaine qui lui sera nécessaire au quotidien, et puis, bien évidemment, l'abandon de son métier et de l'activité professionnelle comme elle l'avait envisagé. Quel poids terrible entre d'un côté la réalité qui me fait face et de l'autre l'espérance qui porte cette famille. Après ce premier rendez-vous, je vais donc m'affairer à rassembler l'ensemble des pièces et commencer à réfléchir à l'orientation juridique. Compte tenu de la gravité de l'accident, il y a une enquête qui a été mise en place et les éléments de l'enquête qui sont rapportés sont les suivants. Émilie est avec sa sœur dans un hôtel de station de montagne en plein hiver. Nous sommes en février 2012, un hôtel de luxe. Et au fil des jours, sa sœur voit le comportement d'Émilie changer. Il change, il n'est plus cohérent. Elle se met à avoir des attitudes, des propos qui deviennent totalement immaîtrisables. Et chaque jour qui passe, ses propos, ses attitudes sont de moins en moins maîtrisables. Cette sœur va donc amener Émilie chez un médecin, va demander une consultation, il lui sera prescrit un traitement anxiolytique simple, et rien de plus. Et puis finalement, très rapidement, la situation se dégrade et il n'est plus possible de rester dans l'hôtel où vraiment le comportement d'Émilie fait l'objet de toutes les attentions. Elle ne va pas bien dans sa tête,
elle n'est plus contrôlable. Les sœurs étaient parties avec le véhicule d'Émilie. On va donc laisser le véhicule et envisager un rapatriement entre la station de montagne et la maison familiale dans le centre de la France en utilisant un taxi. Et c'est au cours du transport en taxi, alors qu'Émilie se trouve sur la banquette arrière, que tout d'un coup, alors que le véhicule est en pleine circulation, elle ouvre la porte arrière et elle est éjectée du véhicule. C'est le drame, le corps d'Émilie va rouler sur l'asphalte, bien évidemment avec tous les chocs que l'on peut imaginer, notamment au niveau cérébral. Voilà les faits tels que je les ai au terme des procès-verbaux d'enquête qui me sont transmis, et nous imaginons plusieurs hypothèses. L'une de ces hypothèses est de dire, et quid de la responsabilité du médecin? Car après tout, si le médecin avait par exemple demandé immédiatement une hospitalisation d'Émilie en soins psychiatriques, cet accident ne serait peut-être jamais survenu. On y réfléchit, mais entre l'application de la loi du 5 juillet 1985, dit Badinter, sur les accidents de la circulation, et la responsabilité du médecin, nous décidons de rester sur l'application de la loi de 85, en mettant d'ailleurs en suspens, en se disant que on verra peut-être plus tard s'il faut mettre en œuvre ou pas la responsabilité du médecin, mais on va rester figé sur la loi sur les accidents de la circulation et tenter de faire échec à ce qui est opposé par l'assureur du taxi, la faute inexcusable de la victime. Ce que l'on doit préciser à ce stade, c'est que la loi de 1985 n'envisage pas la question de la faute du conducteur du véhicule. Il suffit que ce véhicule soit impliqué, au sens de la loi, pour que la responsabilité du conducteur soit engagée sous la garantie de sa compagnie d'assurance. Donc on n'est pas à rechercher la faute du conducteur, et là il n'y en avait pas. Il était au volant, il n'a commis aucune faute de conduite. C'est le comportement d'Émilie qui était pour lui totalement incontrôlable. Mais son véhicule est impliqué. Par principe, il doit indemniser les préjudices soufferts par Émilie, sauf, par exception, si l'on rapporte la preuve d'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident de cette passagère transportée. On choisit donc ce cadre. Et puis la situation financière d'Émilie est particulièrement dégradée. Compte tenu des longs mois d'hospitalisation, les dettes financières liées à son activité professionnelle se cumulent et il faut donc très rapidement prendre une initiative procédurale. Nous allons donc tenter de mettre en œuvre ce que l'on appelle la procédure d'assignation à jour fixe. C'est une procédure particulière qui permet, lorsque l'on a l'autorisation par le président de ce qui était avant le tribunal de grande instance, aujourd'hui le tribunal judiciaire, de pouvoir faire fixer immédiatement l'affaire à une seule date donnée. La procédure est en quelque sorte accélérée. Une date de plaidoirie est immédiatement communiquée à l'avocat et à cette date-là, il faut que toutes les parties soient prêtes pour que l'affaire puisse être évoquée. Nous rédigeons donc cette requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe. La requête est déposée le 3 février 2014 devant le tribunal de grande instance d'Albertville. Nous intervenons à la fois pour Émilie, mais elle est représentée par ses deux parents, son papa et sa maman, et nous intervenons aussi pour la fratrie, les frères et sœurs d'Émilie. Et nous saisissons donc, 3 février 2014, le président du tribunal de grande instance d'Albertville pour lui demander une date de plaidoirie. J'ai déposé plusieurs requêtes dans ma carrière et elles n'ont pas toutes eu l'écho que j'aurais souhaité. Celle-ci va trouver un écho favorable et finalement l'ordonnance va être signée une semaine après son dépôt et nous sommes autorisés à avoir une date d'audience fixe le 17 juin 2014. Dans ce dossier, nous sommes un peu dans une course de vitesse. D'un côté, Émilie, dans son activité libérale, avait souscrit des emprunts importants pour faire face à l'investissement de son activité et exhumant les pièces médicales dans le cadre d'une expertise qu'elle a ordonnée, la compagnie d'assurance qui garantit les prêts relève qu'au moment de la déclaration d'état de santé, cette déclaration que vous remplissez pour justifier que vous êtes en parfait état de santé et que vous pouvez tout à fait souscrire à des emprunts sans risque pour la compagnie d'assurance qui assure le prêt. Au moment de la déclaration de cet état de santé, Émilie a indiqué n'avoir
aucune pathologie. Il résulte cependant de l'ensemble des pièces médicales qui nous sont fournies et qui ont été fournies à l'assureur que 6 ans auparavant, pendant une très courte période, puisque nous parlons d'une quinzaine de jours, Émilie avait fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers pour ce qui a été étiqueté comme étant une bouffée délirante. Donc, d'un côté, nous faisons face à une compagnie d'assurance qui refuse de prendre en charge les prêts souscrits. Émilie n'a plus d'activité professionnelle en raison de son accident, mais les prêts doivent être payés. La famille ne peut pas assumer comme ça éternellement la continuité de l'activité. Et d'un autre côté, nous avons donc ces deux procédures possibles, combattre à la fois la demande de nullité qui a été opposée par la compagnie d'assurance pour les prêts, et d'un autre côté, nous avons l'assureur du taxi qui refuse l'indemnisation. Finalement, nous étions face à une certaine contradiction. D'un côté, nous soutenions, et c'était la position de la famille, qu'il s'agissait d'une hospitalisation tellement courte, sans aucune suite, que finalement, si elle n'avait pas été déclarée, c'était en toute bonne foi et que la nullité ne pouvait être prononcée sur la mauvaise foi prétendue d'Émilie. Et d'un autre côté, vis-à-vis de l'assureur du taxi, nous soutenions qu'Émilie avait fait l'objet d'une bouffée délirante qui viciait son consentement et qui justifiait qu'elles doivent être reconnues comme une victime d'accident de la route à protéger. Donc il y avait un peu une contradiction puisque nous avions besoin dans le cadre de la procédure indemnitaire de faire valoir justement l'hospitalisation 6 ans auparavant pour dire qu'en fait il y avait là une récidive d'un état de bouffée délirante. Nous avons mené ces deux combats parallèlement contre la compagnie d'assurance garantissant les prêts. Nous avons perdu. Nous avons perdu par une décision judiciaire qui indiquait que, compte tenu de la profession exercée par Émilie, l'hospitalisation seulement 6 ans auparavant, pendant 15 jours, à la demande d'un tiers, dans un service de psychiatrie, avait nécessairement marqué son souvenir et qu'ainsi, elle ne pouvait faire valoir une bonne foi en n'ayant pas fait état de cette hospitalisation dans le questionnaire de santé. Nous avions tenté, pour sauvegarder les droits, de faire appel, et puis stratégiquement, la position ne me paraissait pas tenable, et donc nous avons laissé cette décision l'emporter. À ce stade, je me dois de relater le premier rendez-vous que j'ai eu avec Émilie. Je rencontre Émilie avec la personne qui, au cabinet, assure la direction du cabinet, qui n'est pas avocate, qui m'accompagne. Nous rendons dans le centre de la France pour rencontrer Émilie, qui ne peut bien évidemment pas se déplacer. Nous arrivons dans un petit village en pleine campagne, une très grande maison familiale, bourgeoise, avec une très belle cour, un beau jardin. Et la première réflexion que nous nous faisons, presque sans rien dire, simplement par l'échange de regards avec Mylène du cabinet qui m'accompagne, nous disons qu'il y a un décalage manifeste entre ce qu'espère la famille des perspectives d'Émilie, c'est-à-dire peut-être marcher, peut-être reprendre son activité professionnelle, et puis ce que nous percevons immédiatement du contact avec Émilie. Nous sommes dans une vieille maison bourgeoise, je l'ai dit, rien n'est adapté. Émilie est sur son fauteuil roulant, elle est poussée par sa maman, et au premier contact avec Émilie, je vois tout de suite, c'est l'expérience professionnelle qui parle, mais je vois tout de suite que nous sommes face à un handicap sévère, tant sur le plan physique que sur le plan neurocognitif. Le contact est excellent, la confiance, elle est bien évidemment là, peut-être trop confiance, une trop grande charge qui pèse sur nous parce que nous savons que la procédure va être difficile, mais ce jour-là, quand je rencontre Émilie, quand je la vois, malgré tout l'amour familial et tout ce que sa famille va pouvoir mettre en œuvre pour l'aider, quand je vois tout ce qu'il va falloir adapter pour lui rendre son quotidien plus vivable, je sens que nous allons avoir beaucoup de pression pour réussir cet accompagnement. J'essaie tout de même d'échanger quelques mots avec Émilie. Elle est très souriante. Nous essayons de parler de littérature qui semble être un de ses domaines de prédilection, mais je perçois très vite que les réponses qui me sont faites sont des réponses extrêmement courtes, pas nécessairement à propos, qu'il y a plutôt des réponses par oui ou par non. Et je mesure aussi que Émilie que je rencontre là, nous sommes en 2014, ce ne sera pas
l'Émilie que je retrouverai lorsque nous aurons terminé la procédure quelques années plus tard. Je sais d'expérience que les progrès vont continuer à se faire, et d'autant qu'elle a la chance d'avoir une famille extrêmement présente à ses côtés et déterminée à tenter coûte que coûte de la faire progresser. Je dis coûte que coûte, même au-delà de ce que les médecins peuvent dire. Je sens d'ailleurs que quoi que disent les médecins sur les chances de récupération d'Émilie, cette famille n'y croit pas. Elle porte en elle une foi très grande, qui est le moteur de cette famille, autant que le ciment qui l'unit. Donc je sais qu'Émilie va progresser, mais je sais aussi que malgré tout, elle restera vie entière, dépendante d'aide technique, dépendante d'un logement qui doit être aménagé pour elle, et dépendante d'une aide humaine quotidienne. Je plaide le dossier d'Émilie le 16 septembre 2014 devant le tribunal judiciaire. Je plaide en premier, et donc c'est l'assureur qui plaide en second, qui a la parole en dernier. Je sens d'emblée, dans la façon avec laquelle mon confrère aborde ce dossier, que nos relations vont être assez compliquées pendant l'ensemble de la procédure, mais j'ai la conviction aussi que nous gagnerons ce dossier. Donc l'audience n'est pas une très bonne audience. Cette audience de plaidoirie du 16 septembre 2014 n'est pas une très bonne audience. Je ne ressors pas avec la conviction que ma plaidoirie a portée. Je sens sur ce sujet un tribunal extrêmement réticent. C'est qu'en réalité, la loi ne protège de façon irrémédiable que les moins de 16 ans ou les plus de 70 ans, ou les personnes qui sont titulaires au moment de l'accident d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité d'au moins 80%. En dehors de ces hypothèses, le passager transporté peut se voir opposer sa faute inexcusable dès lors qu'elle est d'une exceptionnelle gravité, elle expose sans raison valable à un danger dont elle aurait dû avoir conscience. Et tel que c'est présenté, les choses sont simples. Émilie, professionnelle libérale reconnue, a volontairement ouvert la porte de son taxi dont elle a été éjectée. Elle n'a pas de titre lui reconnaissant une incapacité, elle a plus de 16 ans, elle a moins de 70 ans. Sa faute doit donc être regardée comme étant une faute inexcusable. Si les choses sont présentées de façon aussi simple, la décision que nous allons finalement obtenir, qui sera une décision de rejet, notre action sera rejetée. Mais nous avons tout de même ouvert une brèche, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas déboutés sur le simple fait qu'Émilie n'était pas un passager transporté, c'est-à-dire moins de 16 ans, plus de 70 ans, ou titulaire d'un titre d'invalidité de 80%, mais le tribunal semble nous suivre pour dire il y a des exceptions, hormis ces hypothèses, lorsque manifestement la conscience au moment de l'accident de la victime est altérée, et si la preuve est rapportée, à ce moment-là, le droit à indemnisation peut être reconnu. Mais ce que nous dit le tribunal judiciaire, et c'est une analyse de fait, c'est que pour lui, il n'y a pas la preuve dans les éléments du dossier qu'au moment où Émilie ouvre la porte du taxi pour y être éjectée, elle est atteinte d'un trouble mental qui obscurcit sa conscience. Donc nous avons une véritable brèche, puisque nous sentons que nous avons ouvert la porte à un cas particulier de reconnaissance de non-application de la faute inexcusable. Et c'est pour cela que nous allons conseiller à Émilie et à ses parents d'interjeter appel de cette décision. Nous plaidons assez rapidement devant la cour d'appel. L'audience est le 20 octobre 2015. Et là, la même chose, bien évidemment, je suis appelant, je plaide en premier. Mon confrère pour l'assureur plaide en second. Nous sommes toujours dans le même état d'esprit. Manifestement, on ne s'apprécie pas ni l'un ni l'autre. Ça arrive dans notre métier. Il y a des confrères avec qui on a l'habitude de plaider ou que l'on découvre et avec qui on a plaisir de plaider. Et puis d'autres avec qui, pour X raisons, le contact ne passe pas forcément. C'est le cas. Ça ajoute un côté désagréable à l'audience dans une affaire aussi lourde que celle-ci. C'est lui qui a gagné la première instance, donc c'est lui qui a l'avantage dans cette procédure. L'arrêt sera rendu le 10 décembre 2015. Il va suivre le raisonnement, la brèche que nous avions ouverte. C'est-à-dire, certes, Émilie n'est pas une victime ultra protégée au sens de la loi, c'est-à-dire qu'elle a plus de 16 ans, moins de 70 ans et qu'elle n'est pas titulaire au moment de l'accident
d'une invalidité à 80%, mais si l'on démontre que sa conscience était altérée au moment de l'accident, à ce moment-là, on peut faire échec à la faute inexcusable qui lui est opposée depuis plusieurs années par l'assureur. Et pour ce faire, nous allons non seulement apporter les éléments liés à l'enquête pénale et l'ensemble des auditions de la sœur d'Émilie, vous vous rappelez, dans ce grand hôtel de station de ski, mais aussi du personnel qui avait été auditionné, de l'ensemble des membres de la famille, et une partie du dossier médical, et notamment cette hospitalisation de 2001, qui est cette hospitalisation très courte de 14 jours à la demande d'un tiers dans un service de psychiatrie pour une bouffée délirante. Et nous allons rappeler que cette question-là est une appréciation de fait. S'agissant d'une appréciation de fait, le mécanisme de la preuve, c'est l'intime conviction du juge. Si tous les éléments enchaînés mis bout à bout permettent au juge d'avoir la conviction qu'au moment où Émilie ouvre la porte du taxi, elle est toujours dans sa bouffée délirante, nous aurons gagné. L'arrêt et la motivation décrite est la suivante. Dans le cas de son audition, la mère d'Émilie expose que sa fille a été victime 10 ans auparavant d'une crise de bouffée délirante traitée par une cure de sommeil de 10 jours, qu'Émilie a eu une crise semblable à nouveau quelques mois avant les faits, traitée de la même manière. L'audition de la sœur, dont les déclarations sont corroborées par celles de la mère et du frère aîné, expose que durant les 2 jours passés à l'hôtel, sa sœur Émilie a manifesté de manière de plus en plus caractérisée des signes d'une nouvelle crise. Nombreux réveils la nuit en tenant des propos confus, état de prostration, dialogue impossible compte tenu de ses propos désordonnés, au point qu'elle a dû la faire examiner par un médecin en employant un stratagème pour que sa sœur accepte cet examen, le médecin lui ayant donné, et non prescrit, un médicament afin de l'apaiser. Suite à cette consultation, la sœur d'Émilie a commandé un taxi pour quitter la station et rejoindre leur propre véhicule laissé en stationnement. Et expose qu'après un départ à 12 heures, il lui est apparu que l'état de sa sœur se dégradait. Émilie ayant les yeux révulsés, la tête enfoncée dans sa capuche et ne répondant à aucune question. Peu après l'entrée sur l'autoroute, alors que le véhicule roulait à faible allure, le chauffeur dira 90 km/h, la sœur d'Émilie a proposé à celle-ci de prendre l'air si elle le souhaitait. Ce à quoi Émilie a répondu non, pour peu de temps après. Et alors que sa sœur était tournée vers elle, dire qu'elle avait besoin d'air, ouvrir brusquement la porte latérale arrière droite et basculer sur la chaussée. La Cour conclut : des faits ainsi décrits par l'enquête de gendarmerie, il apparaît qu'ils ne permettent pas de caractériser une faute inexcusable telle que précédemment définie dans la mesure où Émilie était dans un état de confusion mentale ou à tout le moins d'absence momentanée de discernement privant sa faute du caractère volontaire permettant de la qualifier d'inexcusable. Le chauffeur de taxi a été entendu dans le cadre de l'enquête de gendarmerie et aucune de ses déclarations ne contredit ce déroulement des faits. Ainsi donc, après plusieurs années de combat judiciaire, la Cour d'appel fait droit à l'indemnisation intégrale des préjudices d'Émilie. La réaction de la compagnie d'assurance ne se fait pas attendre puisque nous sommes dans un cas très particulier. Les enjeux sont importants. Nous savons qu'il va s'agir de millions d'euros d'indemnisation et elle fait un pourvoi, la compagnie d'assurance fait un pourvoi devant la Cour de cassation. L'arrêt de la Cour de cassation est rendu le 2 mars 2017. La Cour de cassation va reprendre les faits établis définitivement par la Cour d'appel et va juger ainsi. C'est par une appréciation souveraine que la Cour d'appel a estimé qu'Émilie était dans un état de confusion mentale ou à tout le moins d'absence momentanée de discernement au moment de l'accident, ce dont elle a exactement déduit que celle-ci n'avait pas commis de faute inexcusable. La décision est définitive. Il est définitivement établi qu'Émilie va pouvoir être indemnisée de la totalité de son préjudice. S'ouvre alors une nouvelle phase, qui est la phase de l'évaluation des préjudices et de son indemnisation. Et là, dans cette phase, le combat il va être aussi terrible. Il va être terrible parce que nous allons devoir faire face à 2 expertises. Une première expertise qui est celle qui avait été ordonnée par la Cour d'appel avant que la Cour de cassation soit saisie. Et au cours de cette première phase, c'est un neurologue bien connu,
qui va rendre son rapport d'expertise et établir l'ensemble des besoins d'Émilie. On va globalement ne pas être d'accord sur un point, parce que tous les postes de préjudice sont reconnus. Il est évident qu'Émilie ne pourra pas reprendre une activité professionnelle, qu'elle doit disposer de matériel adapté, d'un logement adapté, qu'elle doit disposer d'une aide humaine permanente. Mais on va s'opposer sur la quantification de cette aide humaine, puisque sous la pression des assureurs et de leur dire, l'expert va considérer que cette aide humaine n'est pas permanente, elle n'est pas H24, alors que de notre côté, nous soutenions que compte tenu de l'état de dépendance manifeste d'Émilie pour la totalité des actes de la vie quotidienne, elle avait besoin d'aide la nuit pour pouvoir se retourner, pour pouvoir éventuellement se changer, parce qu'il nous était opposé que si elle portait des protections, le besoin n'était pas là, et nous avions soutenu qu'on ne pouvait pas imposer à Émilie de porter des protections, qu'elle pouvait devoir être changée en cours de nuit, être retournée dans le cadre de la prévention d'escarres, et puis que, en cas de sinistre, et notamment d'incendie, eh bien, une personne devait être là pour permettre son évacuation, et Émilie n'étant pas en capacité de pouvoir actionner une alarme, et ne serait-ce que de réaliser la situation d'incendie qui pourrait se produire. Une fois ce rapport établi, lorsque nous revenons devant les juges, et là, la compagnie d'assurance va essayer de retourner la question de la pathologie psychiatrique contre Émilie. Elle a perdu parce que nous avions rapporté la preuve qu'il y avait une pathologie psychiatrique qui s'était déjà manifestée une dizaine d'années avant les faits, quelques mois encore avant les faits. Et donc là, la compagnie d'assurance va tenter, en obtenant une expertise avec un psychiatre, de faire dire à ce psychiatre que compte tenu de la pathologie psychiatrique, Émilie aurait été dans l'incapacité de poursuivre son activité professionnelle, si bien que la totalité des pertes des rémunérations, et je vous avais dit qu'Émilie était une professionnelle libérale reconnue dans son domaine, qui gagnait très bien sa vie, et bien là, ça permettait de faire pour la compagnie d'assurance une économie substantielle. Une nouvelle expertise, après celle du neurologue, a donc été ordonnée. Un collège d'experts, toujours ce même neurologue, le docteur Vighetto, est désigné. Mais à côté de lui est désigné une psychiatre, le docteur Liliane Daligan. Pour tous ceux qui font du droit du dommage corporel, qui font de la victimologie, nous connaissons la réputation de Liliane Daligan. C'est une psychiatre chevronnée, rompue aux expertises, rompue à la discussion médico-légale. Et au cours de la réunion d'expertise, nous avons à ce moment-là, effectivement, la compagnie d'assurance qui vient accompagner de médecins psychiatres experts, et nous-mêmes sommes accompagnés. J'ai souhaité avoir 2 psychiatres, avec un psychiatre qui avait beaucoup plus une façon de travailler, plus portée sur le traitement médicamenteux, et puis un autre psychiatre qui est beaucoup plus analytique. Donc c'était pour nous, quelle que soit la façon dont on pouvait aborder la lecture de la pathologie d'Émilie au moment de l'accident, ça nous permettait d'avoir une double lecture en fonction des orientations des grandes écoles de la psychiatrie. Et donc on va avoir un débat très intéressant. Les experts vont dire que finalement, 10 ans avant l'accident, Émilie avait présenté une bouffée délirante aiguë, un thème mystique, rapidement résolutive sous traitement, que le diagnostic de bouffée délirante aiguë isolée aurait pu être posé s'agissant d'un unique épisode, ne se reproduisant jamais, ce qui se voit dans 25% des cas. Il rappelle qu'elle ne présentait d'ailleurs aucun état antérieur psychiatrique, aucun élément dissociatif qui aurait pu faire penser à une évolution de type schizophrénique. Les experts rappellent le dernier accès, apparu en 2011, à l'été 2011, et ce deuxième accès dure là aussi une quinzaine de jours, avec une hospitalisation sous contrainte pour un trouble du comportement sur la voie publique, avec un délire mystique traité par médicaments adaptés, une amélioration extrêmement rapide, puisque 1 mois et demi après son hospitalisation, Émilie a repris son activité professionnelle. Et donc les experts disent que il n'y avait pas de trait de personnalité de structure schizophrénique, et que peut-être on pouvait s'orienter vers une pathologie cyclique, avec des troubles de l'humeur. Mais il précise ceci: bien traité avec des médicaments adaptés,
L'évolution à court, moyen et long terme peut être très satisfaisante, avec une poursuite de l'activité. Et surtout, il répond à cette question qui était posée, qui était extrêmement pernicieuse de la part de la compagnie d'assurance. C'est la question numéro 6 de leur mission. Émilie pouvait-elle poursuivre toute sa vie son activité professionnelle? Il répond, sans accident, Émilie aurait pu poursuivre son activité professionnelle en dehors des accès délirants éventuels. Il confirme qu'elle aurait pu réaliser un projet de vie familial et que cette pathologie, si pathologie chronique il y avait, elle n'aurait guère eu de répercussions dans la sphère personnelle et familiale. Elle aurait pu être totalement autonome. Voilà donc que, après avoir combattu sur le plan de la responsabilité et fait reconnaître le plein droit à indemnisation d'Émilie, nous avons dû combattre sur le terrain de l'expertise médicale et faire admettre non seulement que la pathologie psychiatrique, cette bouffée délirante, n'aurait pas été un frein au parcours de vie d'Émilie sans l'accident et que ça ne doit donc pas obérer son indemnisation, mais nous avions aussi à faire admettre, s'agissant de l'aide humaine, que pour garantir sa dignité et sa sécurité, cette aide humaine devait être fixée 24 heures sur 24. L'accompagnement d'Émilie se termine par une décision du 11 janvier 2022. Nous sommes à presque 10 ans de la date de son accident. En 10 ans, nous avons fait reconnaître son droit à indemnisation par la plus haute juridiction française, la Cour de cassation. Nous avons fait évaluer son préjudice, combattu les oppositions médicales pour une indemnisation complète de son préjudice. Nous avons, bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais c'était important, fait faire une expertise architecturale. Et cette décision du 11 janvier 2022 est définitive. Nous attendons l'expiration des délais de recours. Et puis, finalement, je retourne avec Mylène, notre directrice, à la fin de l'été 2022, voir Émilie et ses parents à son domicile. Dans cette maison familiale du centre de la France, lorsque nous arrivons, nous garons notre véhicule. Sur la gauche se trouve une bâtisse qui n'était plus utilisée depuis très longtemps et dans laquelle ont commencé les premiers travaux d'aménagement du logement d'Émilie. L'indemnisation lui permet d'aménager un logement pour elle seule, totalement adapté, accès, l'espace entre chaque pièce, la salle de bain, une salle de sport pour faire sa kinésithérapie à domicile. Et je suis bien évidemment heureux de voir cette évolution et que maintenant les choses sont en route pour que l'indemnisation rende meilleure la vie d'Émilie. À droite de la bâtisse principale, il y a le jardin. Et dans ce jardin, il y a la piscine. Cette piscine qui est le lieu de tous les moments de bonheur chaque été avec les enfants et peut-être un jour les petits-enfants des parents d'Émilie. Cette piscine, elle va pouvoir être adaptée pour qu'elle puisse s'y baigner et retrouver dans l'eau un peu de liberté. Nous passons ensemble quelques heures. Au moment de repartir, il nous est offert, en guise d'au revoir, 2 jolis citronniers. Ces citronniers que je contemple assez régulièrement, sont plus qu'un souvenir. Ils sont un véritable symbole. Un citronnier, c'est capable de pousser dans des conditions arides, difficiles. Le citronnier représente, à mes yeux, cette capacité à surmonter les épreuves et à s'adapter aux circonstances adverses. Ces 2 citronniers, c'est à la fois un peu d'Émilie et un peu du combat judiciaire que j'ai mené à ses côtés. Vous avez écouté Hervé Gerbier raconte, un podcast produit par Victimes et Préjudice Avocats, réalisé par Alcat Media, musique Alon Peretz. À bientôt.